Xavier Verschav est surpris, comprend pas qu'est-ce qui se passe. Comment expliquer que ce monsieur, donc Denis Sassou Nguesso, peut commettre autant d'actes criminels et il est protégé par, comme il le dit lui-même, toute la classe politique française. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Je rappelle que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et au Congo, on commet ces crimes depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Et tout à l'heure, je comparais l'Iran au Congo, mais j'ai bien envie de dire que ce qui se passe au Congo est pire qu'en Iran. En Iran, il y a eu des procès avant que ces personnes ne soient pendues. C'est un régime tyrannique. Mais Brazzaville, sous Denis Sassou Nguesso, est pire que le régime iranien parce qu'il est capable d'exécuter 810 jeunes sans procès sur la base des dénonciations. Et c'est très grave. Alors, puisque vous parlez de ces crimes de sang et crimes contre l'humanité, nous savons, et tout à l'heure vous l'avez rappelé, d'entrée de jeu, vous avez parlé du coup d'État militaire aussi, je crois, de 1977, coup d'État organisé par Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conférence nationale qui a ressorti cela. Et d'ailleurs, il y a même un acte de la conférence nationale, l'acte 282-4, pour ceux qui voudront bien sûr vérifier. Denis Sassou Nguesso est tenu responsable de 3000 assassinats politiques. 3000 assassinats politiques, c'est-à-dire, après bien sûr l'assassinat de Mariam Gwabi, s'en est suivi une série d'assassinats. Parmi les personnes assassinées, un ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Bon, selon certaines indiscrétions, sa dépouille, son corps aurait été servi pour festin aux fauves du parc zoologique. Zoologique, le parc zoologique. Voilà. Et il y a eu, avant Alphonse Massamba Deba, l'assassinat d'un cardinal. Un cardinal. Le cardinal Émile Biaenda, une figure majeure de l'Église congolaise. Vous imaginez que Denis Sassou Nguesso est capable de faire assassiner même un cardinal. Et là, nous apprenions qu'il avait été enterré vivant. Bon, après, je ne sais pas ce que ça donne, la réalité, mais nous avons entendu cela aussi à la conférence nationale. J'aime rappeler la conférence nationale parce qu'elle était souveraine, donc au-dessus de tout. C'est des actes que personne ne peut mettre en cause, ne peut abolir. Donc, jusqu'à la date où nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes le 19 avril 2026, ces actes demeurent en vigueur. Sassou Nguesso doit répondre de ces crimes. 3000 assassinats politiques. Est-ce que ça veut dire que vous avez pris en compte tous ces éléments? C'est-à-dire non seulement le président Mariam Wabi, le cardinal, le président Alphonse Massamba Deba, mais aussi les innocents qu'on a eu exécutés lors de la cour martiale qui avait été établie au Congo par Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez pris en compte tout ça? Je vais y répondre, mais je voudrais vous montrer qu'effectivement, j'ai l'acte, l'article 2 de l'acte fondamental de la Conférence nationale souveraine 284, où c'est bien écrit, hein, il est reconnu individuellement qu'il a assassiné. C'est bien écrit ici. Donc, pour ceux qui n'auront jamais vu cet acte-là, vous pouvez le vérifier, tapez sur Google, vous pouvez le trouver. Et moi, j'ai tapé sur Google, je l'ai récupéré. C'est bien écrit, en tout cas. Dans le journal officiel aussi, il existe de la République du Congo, à moins qu'il soit brûlé, mais en tout cas, Il est même dit que c'est un acte exécutoire, immédiatement exécutoire. Est-ce que ce n'est pas, entre autres raisons, qui ont poussé Denis Sassou Nguesso à faire le coup d'État pour échapper évidemment à la justice? Parce que là, c'est grave. 3000 assassinats politiques. mon cher Christian, ce que fait M. Sassou Nguesso, il le fait parce qu'il a des complices derrière lui, des pays occidentaux qui sont aussi avec lui pour l'aider à faire ce genre de tueries. Parce que c'est un homme. Pourquoi il ne peut pas réfléchir? Il a aussi des enfants, des petits-enfants. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui,
Si lui, ça ne va pas le rattraper, mais ses enfants, ses petits-enfants vont le rattraper, ça va le rattraper, ces enfants-là. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RC en compagnie de Nestor Ndoudi, que je reçois avec plaisir sur ce plateau. Bonjour Nestor, comment allez-vous? Bonjour, mon cher Christian, je vais bien. Merci d'avoir accepté donc cette invitation. Vous allez nous parler de votre projet. J'ai cru comprendre une campagne de projection d'un documentaire que vous avez intitulé Les crimes de sang et crimes contre l'humanité en République du Congo, aussi connu sous le nom du Congo-Brazzaville, juste pour faire la différence avec la RDC, la République démocratique du Congo. Et donc ici, on parle de la République du Congo, le Congo-Brazzaville. Alors dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, merci de me donner votre antenne. Les faits sont là, il faut qu'on en parle. Si nous, on ne peut pas parler, qui d'autre va parler? Si on a décidé de faire un documentaire sur les crimes de sang, les crimes contre l'humanité, c'est parce que nous pensons que nous devons parler et à tous ceux qui peuvent nous entendre. Parce que ce documentaire a été projeté à Bordeaux, février dernier. Et je me suis dit, mais tiens, mais si c'est été présenté à Bordeaux, pourquoi ne pas le faire dans Paris? Et pourquoi pas dans toute la France? Mais Pourquoi? qu'est-ce qui a suscité cet intérêt de projeter le même documentaire ailleurs? Alors, l'intérêt était que de faire connaître ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Et je vous dis en passant, quand on a projeté ce documentaire à Bordeaux, dans une association, beaucoup de gens qui étaient là, et pour la plupart des étrangers. Il y avait quelques Congolais, trois ou quatre, mais la plupart c'était des étrangers, des Bordelais, des Bordelaises. Ils nous ont dit, mais il y en a qui disaient, mais c'est quoi le Congo? Mais nous, on connaît Congo-Kinshasa, et là-bas, on sait qu'il y a le génocide. Mais à Congo-Brazzaville, tout marche bien, il n'y a rien. Et là, tic, ça m'a fait tic. Comment se fait-il qu'il ne se passe rien au Congo-Brazzaville? Il se passe bien des choses. Il y a eu des génocides. Pourquoi on n'en parle pas? Voilà pourquoi ce documentaire a été fait. Il va être distribué partout. On va faire des conférences, débats pour que les gens connaissent. Effectivement, il y a le présent, mais il y a le passé que nous devrons aussi connaître pour que nos enfants, nos petits-enfants qui resteront sachent ce qui s'est passé à cette époque. Et je me suis rendu compte que, en fait, on était très jeunes. J'ai 64 ans, je me suis dit, mais le Congo, c'est un pays pacifique. Mais en relisant, en regardant les documentaires, je me suis dit, ben, le Congo, c'est un pays des criminels. Et si je me vois bien, ça a commencé en 1966 avec le coup d'État militaire. Quand Massama Deba est déposé, et c'est Mariam Gwabi qui arrive. Donc, tous des militaires. Et c'est là l'enfer du Congo-Brazzaville commence. L'enfer du Congo-Brazzaville commence à cette période-là. On va y revenir tout à l'heure. Vous parlez de la République du Congo, le Congo-Brazzaville, j'aime à dire, parce que c'est important de faire cette nuance pour qu'on ne se perde pas, simplement parce que lorsque nous faisons des recherches sur le Congo, vous tapez le Congo sur Google, généralement, on vous amène vers la RDC. Voilà pourquoi nous parlons du Congo-Brazzaville pour être beaucoup plus précis. Vous avez parlé d'un pays tenu par des criminels. Évidemment, ici, j'ai quelques éléments d'un rapport qui parle déjà de 815 morts. 815 morts dans des géoles de fortune qu'on a créées à Mpila chez Sassou Nguesso. 815 morts déjà entre février et avril 2026. Je reprécise, déjà 815 morts dans des prisons de fortune qu'on a créées en Pilache et Sassou Nguesso entre février et avril 2026. Apparemment, ça c'est ce qu'on a comme conséquence, comme crime de l'opération en cours menée par la DGSP, c'est ça. Eh bien, mon cher Christian, au Congo-Brazzaville, il y a des tueries en vase clos.
Quand on tue, personne n'est au courant. Mais comme on dit souvent, il y a des choses qui se cachent, il y a d'autres qui se révèlent. On vient d'être informé et par quelqu'un de très sûr qui a vécu cet enfer. Il y a 815 personnes, jeunes gens, entassées dans un géol en pile. Et on peut même dire qu'il y a plus de 815. Mais le chiffre qu'on nous a donné, c'est Oui, là, on 815. parle de 815. Il y a aussi des portés disparus, des jeunes qu'on Oui, arrête comme ça arbitrairement et qui disparaissent, où les parents ne savent effectivement. plus où les retrouver. Effectivement, ces 815 dont on parle, ils existent. 815 jeunes qui sont entassés dans le géol. Et puis là, ils sont morts. Mais où est-ce qu'on les enterre? Et pourquoi c'est pas rendu public? Cela veut dire que si on prend des jeunes désœuvrés dans la rue parce qu'ils portent un tatouage ou parce qu'ils portent un foulard, on les arrête, on les met dans un géol pour les tuer, c'est pas un pays de droit. Je vous rappelle que le Congo a ratifié. C'est la Convention des droits de l'homme. Quand on arrête un jeune ou une personne, il faut qu'il passe devant les tribunaux, qu'on le juge et qu'on puisse voir pourquoi il a fait ça. Dans un pays de droit, on cherche pour établir la vérité et la réalité. Chez nous, il n'y a pas. Enfin, chez eux, il n'y a pas cette réalité. On t'attrape, on t'amène, on te tue sans procès. Et C'est pas normal. généralement, ils disent que ce sont des Kuluna, mais nous avons dit ici, et longtemps, nous sommes revenus là-dessus, il n'y a pas un statut juridique des Kuluna. On ne sait pas concrètement qui est Kuluna et pourquoi on est en train de tuer ces jeunes, pour quel motif, alors que la justice n'a jamais fait des procès à ces jeunes pour, évidemment, établir leur culpabilité. Alors là, on parle donc des 815 morts. C'est déjà énorme entre février et avril 2026. Et ces jeunes, vous dites qu'ils sont entassés dans des conteneurs, des prisons de fortune qu'on a créées à Mpila, chez Sassou Nguesso. Mais est-ce que votre documentaire se concentre sur ces crimes, les crimes actuels, c'est-à-dire les assassinats actuels, ou, comme vous avez dit, il s'étend au début des années, vous avez dit Mariam Ngouabi, c'est ça, quand Mariam Ngouabi arrive au pouvoir, 1966, 66. 1966. Quand il y a eu je appelle ça coup d'État, quand on a déposé le président Alphonse Massamba Deba. Ce sont les militaires qui l'ont déposé, avec l'appui des syndicalistes. Et aujourd'hui, Massamba Deba, on ne sait pas là où il se trouve. Et donc, Ah, c'est là où commence le problème. Vous parlez tout à l'heure des jeunes bébés noirs Koulouna. Je vais revenir là-dessus pour te dire une chose. En Europe, on va dire même, je parle de la France, mais l'Europe tout entière, ils ont un truc qui s'appelle l'ASE, A-S-E, l'aide sociale à l'enfance. Moi, je suis allé regarder, je me suis renseigné à la sécurité sociale. L'ASE, c'est important, on doit le mettre chez nous. C'est-à-dire, ici en France, c'est de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15 ans, de 15 à 20 ans, l'enfant est suivi. Surtout quand l'enfant est abandonné par une famille, l'enfant n'a pas de parents, et c'est l'ASE qui s'occupe de cet enfant. Et le meilleur système ASE en Europe, c'est les pays nordiques. Suède, Norvège, la Hollande. La France l'a installé, mais il faut de suivi. Et ça, on n'aurait pas pu avoir les bébés noirs ou les koulounas. On n'aurait pas dû les avoir si le système social du Congo, de l'Afrique, est bien organisé. Il y a des moyens pour ça. Il y a de l'argent pour faire ça. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? oui, mais ce qui est paradoxal au Congo-Brazzaville, Nestor, c'est que euh, au moment où on nous parle du lancement de cette opération, puisque c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui a ordonné ces massacres, il a reconnu, il a dit en public qu'il a donné l'ordre, et l'ordre qu'il a donné, si aujourd'hui personne n'est tombé sur l'ordre écrit, puisque personne n'arrive à afficher cela, nous n'avons pas vu cet ordre, mais il a dit verbalement qu'il a donné l'ordre que soit menée cette opération. Et un ordre écrit, dès lors que nous n'avons pas vu cet ordre, au moins on peut l'apprécier dans les faits. Or, les faits sont tels que c'est un ordre où on est en train d'arrêter arbitrairement les jeunes,
généralement la nuit quand ils dorment ou aux premières heures de la matinée. On va les arrêter arbitrairement, généralement par dénonciation téléphonique. Donc on ne sait pas réellement si celui qu'on a arrêté, c'est bien la personne, de quoi l'accuse-t-on, est-ce que réellement il a posé cet acte? Non, on le prend, on l'emmène en public, on l'abat à bout portant, on profane le corps et parfois on fait disparaître le corps. Ce sont des crimes contre l'humanité. Ça n'a rien à soutenir ou encourager le banditisme, mais ça ne se passe pas. Je me posais même la question de savoir si, même chez les mollahs, ça peut se passer comme ça. Arrêter un jeune en train de dormir, le sortir en public, l'abattre à bout portant, abandonner son corps, 2 jours après on vient chercher le corps, on le fait disparaître, et parfois on revient pour brûler la maison, casser la maison de la famille de la victime. Ça, ce sont les faits. Ce que nous sommes en train de dire, ce sont les faits et c'est avéré, les éléments existent. Alors, on nous dit que ce sont des koulouna. Soit, mettons ça entre guillemets, mais nous avons dit qu'il n'y a pas de statut juridique des koulouna au Congo. Donc, on ne comprend pas concrètement ce qui se passe. Et le chiffre que l'on vient de lire tout à l'heure, 815 morts. 815 morts. C'est énorme. Donc 815 jeunes déjà assassinés sans procès. Et donc, moi, je revenais sur le documentaire que vous êtes en train de projeter, puisque vous avez parlé de Bordeaux. Et la prochaine étape, c'est quand et où? Merci, mon cher Christian. Tu parlais du documentaire. Moi, quand je l'ai visionné pour la première fois, ça m'a fait peur. Je me suis posé des questions. Est-ce que nous sommes dans un pays, moi qui me disais que le Congo c'était un pays de droit? Je me suis posé des questions. Finalement, le Congo n'est pas un pays de droit. C'est un pays de criminels. Parce que prendre des jeunes, désœuvrés, même parfois parmi eux, il y a des étudiants. On les entasse, on brûle les motos, on casse les maisons. Ça ne devait pas se faire. Il n'y a pas de justice au Congo, Brazzaville. Et donc, ce documentaire commence. Pour faire un documentaire pour le Congo, il faut au moins 2 documentaires, sinon 3. Parce que ça commence de très loin, depuis les années 59. Et on arrive aux années 65. Et puis on arrive aux années 66. Et là, on est en 2026. Il n'y a que des crimes dans ce pays-là. Il n'y a que des crimes, que des morts. Et Alors, donc, la prochaine étape, ça sera quand et où? donc, la prochaine étape, ce- cette, ce- cette projection se fera à Paris, À Paris. plus précisément à Évry. Ça, c'est la deuxième étape, parce que la première était à Bordeaux. La deuxième, sera à Évry. Ce sera le 25 avril prochain. Et on a prévu aussi une deuxième étape, c'est la mairie de Paris. Donc, j'ai pris le contact avec la mairie de Paris, à qui j'ai expliqué le documentaire, qui a dit, oh, c'est intéressant. On va le projeter aussi là-bas et à la fin, faire un débat. C'est-à-dire, le débat, c'est quoi? On projette le film, on appelle ça un film, c'est un documentaire qui dure. Alors, allez, au début à Bordeaux, il durait 1h45. On s'est dit 1h45, c'est un peu trop. Souvent, les gens peuvent se fatiguer. Donc, on va le réduire. On l'a réduit à 1h30. Je pense qu'on peut aussi aller à 1h20 pour donner le temps au débat. Parce que la salle, on l'a pour 4 heures, c'est vrai. Mais à Paris, souvent, les salles, on nous donne 2 heures. Et on n'aura plus le temps de débattre. Mais ce qui va se passer samedi à Évry, on a un temps, on a 4 heures, donc on peut débattre. On peut projeter le film, on a à peu près 1h30 de débat. Souvent, les Alors, gens connaissent lesquels pas vu. donc sont conviés à cette projection? Lesquels peuvent venir Juste, suivre ces projections? justement, Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on m'a donné carte blanche pour inviter qui je veux. Et là, j'ai invité souvent des Occidentaux, des Européens, pour qu'ils viennent voir, connaître. Et parmi eux, j'ai aussi invité un député. Il m'a dit, s'il a le temps, il viendra. Donc, un député et puis des adjoints que je connais, à qui j'ai donné l'invitation.
Mais beaucoup Mais m'ont est-ce dit que, qu'ils veulent. pardon, pendant que vous le dites, est-ce que c'est ouvert aussi à d'autres personnes, des curieux qui voudront bien sûr suivre le documentaire? Alors, les gens peuvent venir, c'est, c'est libre et c'est gratuit parce que la salle nous a été prêtée par deux associations, donc la Maison du Monde et les Amis de Caille. Les Amis de Caille, c'est une ville du Mali qui est jumelée avec la ville d'Evry. Et donc, souvent, quand on veut faire des réunions, des conférences, on passe par ces associations qui nous donnent la salle et puis on essaie de travailler. Et la Maison du Monde se soucie de ce qui se passe au Congo. Parmi les gens qui sont dans la Maison du Monde, il y a un arrière-petit-fils de Monseigneur Augoire. Souvenez-vous, Monseigneur Augoire, c'était le premier évêque qui est venu dans l'Afrique, dans le Bangui. Je suis allé chez eux, j'ai vu là où il a habité, j'ai vu une très vieille maison, et les parents m'ont donné deux, il a écrit 4 livres. Il m'a donné, ils m'ont donné 2 livres, des gros livres, des vieux livres que Monseigneur Augoire avait écrits, qui a été à Linzolo et un peu partout dans le Bangui. Alors, donc, ces gens que nous allons inviter viendront pour comprendre, pour connaître ce qui se passe, ce qui s'est passé dans notre pays, qu'on dit souvent un pays de paix, mais ce n'est pas un pays de paix. Le Congo-Brazzaville n'est pas un pays de paix. On cache La la paix vérité. des armes, s'il faut le dire comme ça. Tout à l'heure, je reviens sur ce chiffre parce qu'il est très effrayant. 815 tués déjà, assassinés, jeunes assassinés, sans procès. Parce que moi, j'essaie de comparer avec qui vient de se passer en Iran. Je ne sais pas si vous avez suivi l'information. Près de 1000 personnes venaient d'être pendues par le régime iranien, qui est traité d'un régime criminel. J'allais dire, ben oui, le mot crime parfois ne suffit plus. Et donc, il y a 1000 personnes qui venaient d'être pendues, mais même ceux-là sont passés par un procès. D'accord? Or, au Congo, on assassine, on exécute déjà 815 jeunes civils sans procès, sur la base des dénonciations, sur la base des spéculations. Voilà, on a dit un tel est Koulouna, on est allé le chercher et on l'a exécuté. 815 personnes, sans procès. Et ce qui est curieux, c'est que au niveau de la presse internationale, personne n'en parle. Alors que lorsqu'on a pendu les 1000, ce qui n'est pas à encourager d'ailleurs, les 1000 qu'on a pendus en Iran, ça fait grand bruit dans les médias. Mais, Est-ce que c'est ce qui vous a poussé finalement, entre autres, bien sûr, je peux imaginer comme ça, qui vous a finalement poussé à faire ces projections? Parce que quelque part, on se dit, mais il y a quand même de l'injustice dans ce monde. Il y a des mon choses qui se cher, passent au Congo, personne n'en parle. Comme si le mon cher Congo n'était Christian, pas, voilà. s'il te plaît, mon cher Christian, vraiment, je suis content que tu en parles. Parce que j'ai un ami iranien qui m'amène toujours quand ils ont des manifestations. Je suis allé avec lui en Allemagne, en Belgique, et la semaine dernière, on était à Trocadéro. Manifester pour les Iraniens. Pas pour les Mollahs, mais contre les Mollahs. Contre les mots là, oui, oui. Et lui, il me dit, Nestor, mais tu m'as montré, parce que je l'ai montré le documentaire, mais vous aussi, vous souffrez, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi on ne connaît pas de ce qui se passe dans votre pays? Ça m'a fait tilt. Nous qui sommes à l'étranger, on est responsable de ne pas dénoncer le mauvais comportement de nos dirigeants, de leurs dirigeants. Parce que peut-être qu'ils savent, parce que c'est pas pour les excuser, mais on ne peut pas tuer quelqu'un impunément. On m'a même dit qu'il y a des gens, on les paye pour qu'ils dénoncent. Donc, on achète la mort de quelqu'un avec quelques milliers de francs. On dit un tel, il a empoché un peu de sous, et puis on veut tuer l'autre. Parce qu'il y a la misère. Avec la misère, ils font tout. C'est la misère qui les pousse à dénoncer. Et les autres, prennent le plaisir de tuer. Mais il y a une justice dans ce monde. Aujourd'hui, ils tuent, demain, ils seront au procès.
Oui, quand cela ne tienne, dans tous les cas, tout le monde le sait, hein, ici on parle des crimes de sang et des crimes contre l'humanité. Et je rappelle que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et au Congo, on commet ces crimes depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Et tout à l'heure, je comparais l'Iran au Congo, mais j'ai bien envie de dire que ce qui se passe au Congo est pire qu'en Iran. En Iran, il y a eu des procès avant que ces personnes ne soient pendues. C'est un régime tyrannique. Mais Brazzaville, sous Denis Sassou Nguesso, est pire que le régime iranien parce qu'il est capable d'exécuter 810 jeunes sans procès sur la base des dénonciations. Et c'est très grave. Alors, puisque vous parlez de ces crimes de sang et crimes contre l'humanité, nous savons, et tout à l'heure vous l'avez rappelé, d'entrée de jeu, vous avez parlé du coup d'État militaire aussi, je crois, de 1977, coup d'État organisé par Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conférence nationale qui a ressorti cela, et d'ailleurs il y a même un acte de la conférence nationale, l'acte 284, pour ceux qui voudront bien sûr vérifier. Denis Sassou Nguesso est tenu responsable de 3000 assassinats politiques. 3000 assassinats politiques, c'est-à-dire, après bien sûr l'assassinat de Mariam Gwabi, s'en est suivi une série d'assassinats. Parmi les personnes assassinées, un ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Bon, selon certaines indiscrétions, sa dépouille, son corps aurait été servi pour festin aux fauves du parc zoologique. Zoologique, le parc zoologique. Voilà. Et il y a eu, avant Alphonse Massamba Deba, l'assassinat d'un cardinal. Un cardinal. Le cardinal Émile Biaïna, une figure majeure de l'Église congolaise. Vous imaginez que Denis Sassou Nguesso est capable de faire assassiner même un cardinal. Et là, nous apprenions qu'il avait été enterré vivant. Bon, après, je ne sais pas ce que ça donne, la réalité, mais nous avons entendu cela aussi à la conférence nationale. J'aime rappeler la conférence nationale parce qu'elle était souveraine, donc au-dessus de tout. C'est des actes que personne ne peut mettre en cause, ne peut abolir. Donc, jusqu'à la date où nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes le 19 avril 2026, ces actes demeurent en vigueur. Sassou Nguesso doit répondre de ces crimes. 3000 assassinats politiques. Est-ce que ça veut dire que vous avez pris en compte tous ces éléments? C'est-à-dire non seulement le président Marien Ngouabi, le cardinal, le président Alphonse Massamba Deba, mais aussi les innocents qu'on a eu à exécuter lors de la cour martiale qui avait été établie au Congo par Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez pris en compte tout ça? Je vais y répondre, mais je voudrais vous montrer qu'effectivement, j'ai l'acte, l'article 2 de l'acte fondamental de la Conférence nationale souveraine 284, où c'est bien écrit, hein, il est reconnu individuellement qu'il a assassiné. C'est bien écrit ici. Donc, pour ceux qui n'auront jamais vu cet acte-là, vous pouvez le vérifier, tapez sur Google, vous pouvez le trouver. Et moi, j'ai tapé sur Google, je l'ai récupéré. C'est bien écrit. En tout cas, dans le journal officiel aussi, il existe de la République du Congo, à moins qu'il soit brûlé, mais en tout cas, Il est même dit que c'est un acte exécutoire, immédiatement exécutoire. Est-ce que ce n'est pas, entre autres raisons, qui ont poussé Denis Sassou Nguesso à faire le coup d'État pour échapper évidemment à la justice? Parce que là, c'est grave. 3000 assassinats politiques. mais mon cher Christian, ce que fait M. Sassou Nguesso, il le fait parce qu'il a des complices derrière lui, des pays occidentaux qui sont aussi avec lui pour l'aider à faire ce genre de tueries. Parce que c'est un homme. Pourquoi il ne peut pas réfléchir? Il a aussi des enfants, des petits-enfants. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, si lui, ça ne va pas le rattraper, mais ses enfants, ses petits-enfants vont le rattraper, ça va le rattraper, ces enfants-là. Beaucoup de gens ont perdu des êtres chers. Beaucoup. Aujourd'hui, ils ne parlent pas. Mais peut-être que demain, quand ils auront l'occasion de parler, ils parleront, ils pourront faire même des choses. Il faut réconcilier ces gens qui ont perdu des âmes chères. L'acte de tuerie commence quand? Quand on tue, on assassine Mariam Ngouabi. Mariam Ngouabi est égorgée.
Et j'ai écouté la conférence des soldats souverains. Je n'étais pas présent, j'étais à l'étranger. Et quand j'ai écouté, il y a un médecin qui dit, mais il n'y avait pas de balles. Mais où? Eh bien, c'est la carotide. Ça veut dire qu'il avait été égorgé comme un... Voilà, je ne vais pas prononcer les termes qui vont choquer, mais tout le monde a compris. Mais c'est machiavélique. Comment on peut couper la carotide d'un frère? Pour ça, ce n'est pas un ami, c'était un frère. Il l'a fait confiance. Et on va revenir donc sur notre sujet. Il s'agit donc de la projection d'un documentaire que vous avez déjà projeté à Bordeaux, vous avez dit. Et la prochaine étape, c'est le samedi prochain, le 25 avril 2026. Ça sera à Sonne. Évry, vous avez dit. Oui, et prochainement, ça sera sur Paris, à la mairie de Paris. Oui, mais après la mairie de Paris, est-ce qu'il y a un autre programme ailleurs ou bien ça va se limiter à la Alors, mairie de Paris? merci pour cette belle question. Après réflexion, nous nous sommes dit, on ne va pas s'arrêter à la France. Le film est traduit en anglais. On ira le diffuser en Angleterre. Il y a une salle qui est déjà réservée. Ce sera au mois de juin. Et ce sera en anglais. Ensuite, on va contacter nos amis aux États-Unis. Que eux aussi, ils peuvent s'emparer et le diffuser dans leur milieu, là où ils habitent, là où ils ont des associations, pour qu'ils soient connus. Parce que ces crimes, je veux dire, ces génocides, vous savez, ça n'a pas commencé au pôle, ça a débuté à Ikongono. Ils ont tué aussi. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Yombi lui-même qui le dit. Évidemment, Alors, Jacques Yombi Opango a témoigné là-dessus en parlant d'un génocide à Ikonongo. Pour ceux qui se rappellent encore, c'était la traque. On avait présenté ça comme la traque d'un fugitif. C'est actuellement comme ça s'est passé d'ailleurs dans le pool. Et là-bas, donc, la traque visait le capitaine Pierre Onga. Pourquoi tout le monde sait? Parce que Pierre Onga était en train de révéler ce qui s'est passé lors du coup d'État contre Mariam Gwabi. Et là, Sassou n'avait pas apprécié. Il fallait trouver un moyen pour l'éliminer. Mais pour l'éliminer, évidemment, on a commis une mission militaire punitive où on a brûlé les villages, on a tué les populations civiles. Et voilà, si vous voulez avoir quelques autres informations là-dessus, il suffit de taper sur Google, vous saurez ce qui s'est passé. Mais la curiosité à ce niveau, et c'est ce que j'ai retenu, hein, entre autres, c'est que les armes, le matériel qu'on a utilisé, les armes qu'on a utilisées étaient transportées par un avion militaire français de type Mistral. oui, oui. C'est comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, Sassou ne tue pas seul. Derrière lui, il y a des gens. Évidemment, ça commence à faire réfléchir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans tous les crimes contre l'humanité qu'il commet, il n'a jamais fait l'objet d'une interpellation. Il n'est jamais inquiété. Et généralement, quand il pose ses actes, il y a un blackout médiatique occidental. On ne parle jamais de ces crimes dans les médias occidentaux. C'est bien curieux, non? Tout à fait curieux, mon cher Christian. Pourquoi ici on n'en parle pas? Moi non plus, j'en avais pas l'information. C'est en fouillant, en posant des questions, en lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des crimes à Ikongono. Et j'ai des amis qui ont vécu là-bas qui m'ont dit, mon frère, on a vécu ça chez nous. Ce que vous dites qu'il y a que au Poul, il y a eu le génocide, mais chez nous aussi, il y a le génocide. J'ai des amis qui sont dans la Songa, qui me disent des choses aussi abominables. On ne peut pas vivre dans un pays où c'est comme si on était au Biafra. Et même aujourd'hui, le Biafra est encore mieux. On n'est pas en Iran. Même l'Iran est encore bien fait. Mais pas le Congo, où il y a des pétroles partout. Nous avons du pétrole partout. Mais avec ça, comment Dubaï s'est développé? Je me pose des Alors, questions. voilà. Donc, en continuant dans la logique évidemment de votre documentaire, vous avez dit après vous irez ailleurs. Si j'ai bien compris, c'est une campagne de sensibilisation des opinions publiques occidentales qui, en réalité, ignorent encore ce qui se passe réellement au Congo-Brazzaville. Comment Denis Sassou Nguesso se permet un certain nombre de crimes contre l'humanité, mais qui échappent à tous les radars, ou presque, si je peux le dire comme ça.
Mon cher Christian, si on est ainsi, c'est que dans la diaspora, les gens ne parlent pas. Il y a des sachants. Mais je les vois faire des meetings, des marches. Pourquoi on n'en parle pas pendant ces... Eh bien, je ne sais pas pourquoi ces gens-là ne peuvent pas parler. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes aujourd'hui qui ne sont plus là, mais qui m'ont dit des choses, qui m'ont parlé des choses. J'ai dit, mais attends, c'est pas le Congo dont je connais. Effectivement, je ne suis pas du Congo depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu par les personnes âgées, je ne veux pas citer leur nom, il y en a deux qui sont déjà décédés, et je me rends compte que le Congo, c'est un pays de criminels. Oui, c'est un pays de criminels parce qu'il y a aussi Xavier Verschave, vous le connaissez, Oui, malheureusement décédé, paix à François-Xavier son Verschaff. âme, qui en parle très bien. D'ailleurs, que je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait. On revient sur le plateau. Suivez. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend, avec son gendre M. Bongo, le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde. Voilà, donc Xavier Verschave est surpris, comprend pas qu'est-ce qui se passe. Comment expliquer que ce monsieur, donc Denis Sassou Nguesso, peut commettre autant d'actes criminels et il est protégé par, comme il le dit lui-même, toute la classe politique française. On comprend très bien que c'est connu, mais le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment ces informations échappent-elles à l'opinion publique française. Parce Non, qu'apparemment, les Français ne connaissent pas, ne savent pas ce qui se passe au Congo, ce que leurs politiques viennent faire au Congo. mon cher Christian, j'étais ébahi quand les gens à Bordeaux, moi avec lesquels j'ai discuté, m'ont dit, mais on ne savait pas ce qui se passe dans votre pays. On sait ce qui se passe en RDC parce qu'il y a un génocide de Rwandais, mais dans le Congo-Brazzaville, tout va bien. Et curieusement, il y en a qui vous disent même que le Congo, c'est un pays de paix. Sassou Ah ben, Nguesso, ils c'est disent un c'est un homme de pays de paix. paix. Surtout, Eh, je vais te raconter une histoire. J'étais à Massy, il y a un panneau publicitaire avant les élections. Dans ce panneau, il est écrit Sassou Nguesso, l'homme de paix. Et j'ai en vu ce France, panneau. Oui, en en- France, c'est en face de Pathé. Il y a un cinéma Pathé, il y a un panneau publicitaire. À côté, il y a un kiosque où ils vendent les journaux. C'est là où ça défilait. C'est curieux, hein? très curieux, parce que évidemment, bon, mais après, c'est pas leur faute, hein, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu ce blackout médiatique imposé par des lobbies de la France-Afrique, souvent, qui fait que les gens, évidemment, ignorent ce qui se passe au Congo. Mais c'est une très bonne initiative que vous avez lancée là, de sensibiliser le monde occidental sur ce qui se passe au Congo. Nous parlions tout à l'heure du génocide à Iko-Nongo. Il y en a eu aussi dans le pool, juste après, bien sûr, le coup d'État militaire
qui a reconduit Sassou Nguesso au pouvoir, avec plus de 400 000 morts, près de 10% de la population. Ça ne s'est pas arrêté là. Dès lors qu'il avait réalisé son coup d'État militaire, Denis Sassou Nguesso a donné un mot d'ordre qu'il fallait nettoyer le Sud. Tout le monde se rappellera. C'est Denis Sassou Nguesso qui a prononcé ça. Il faut nettoyer. Et quand il disait nettoyer, évidemment, on a vu dans les faits ce qui s'est passé. C'est une mission militaire punitive dans le Poul. Nous avons encore les témoignages et les charniers existent encore. Il y en a beaucoup dans le Poul. Des familles entières ont été décimées, des familles brûlées dans les maisons, enfermées dans les maisons brûlées, des arbres fruitiers coupés, de l'eau empoisonnée, des rivières empoisonnées. Et la suite, tout le monde aussi sait que dans ces actes, on compte évidemment ce qui s'est passé au beach de Brazzaville, où Denis Sassou Nguesso pourtant avait garanti à ceux qui s'étaient réfugiés en RDC qu'ils pouvaient rentrer, que le pays venait de recouvrer la paix. Donc il a donné ces garanties à ceux qui s'étaient réfugiés en RDC qu'ils pouvaient rentrer au Congo-Brazzaville, qu'il y avait la paix et qu'ils seraient en sécurité. Et bien malheureusement, quand ces jeunes, ces populations sont rentrées, arrivés au beach, on a commencé à trier les jeunes valides par les milices qui étaient postées au beach de Brazzaville. Et voilà, le drame. On a exécuté ces jeunes. Certains témoignages disent que les jeunes ont été enfermés, vivants dans les conteneurs, 45 pieds, et jetés dans l'eau. D'autres étaient amenés au palais chez Sassou Nguesso, toujours, à Mpila, pour être exécutés là-bas. Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Et nous nous souvenons que dans une enquête menée en France sur le mort du beach, Chirac a fait libérer le directeur de la police congolais au milieu d'une nuit. Nguesso, c'est aussi les biens mal acquis à Paris. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre, détourné par Nguesso. Et tout ça s'est passé pourtant sous le regard du HCR. Et c'est là où c'est curieux. Les éléments du HCR étaient là, ont vu ce qui s'est passé. Mais curieusement, ils n'ont rien dit. C'est cette complicité dont on parlait tout à l'heure, que Denis Sassou Nguesso commet ces actes. Je ne sais pas comment il fait. Est-ce que c'est lui qui corrompt ces organisations internationales ou ce sont ces organisations qui lui demandent de le faire? Moi, je ne comprends plus rien dans cette affaire. Cher Christian, tu viens de dire, dans notre documentaire, on en parle, des disparus du Butch. J'avais entendu parler des disparus du Butch, mais quand je suis allé dans le fond, je me suis dit, tiens, mais comment on peut enfermer des gens qui rentrent, qui ont souffert d'abord pendant la guerre, ils rentrent chez eux, heureux de retrouver les familles, on les enferme, on les jette dans l'eau, dans le fleuve Congo. Et je pense qu'il y aura un temps, il faut envoyer des scanners pour scanner le fleuve pour retrouver ces conteneurs. On peut les retrouver. Comme on a cherché le bateau qui avait succombé et disparu en Norvège, on peut les retrouver aussi, ces Et, conteneurs. ben voilà, parce que lorsque Xavier Verschave en parle, il dit les crimes qui ont été commis au Congo ont dépassé ce qui s'est passé de très loin d'ailleurs au Kosovo et au Timor oriental.
C'est lui qui le dit. Ça veut dire qu'il y a eu des massacres au Congo. Et bien curieusement, ce procès est encore pendant en France. Voici plus de 20 ans. C'est là que souvent, moi, je pointe un peu la complicité de... Je dis Paris, je ne dis pas les Français. Hein. Paris, donc l'Élysée, la France-Afrique. Encore, on nous embrouille avec la France-Afrique, mais on sait que derrière, c'est l'Élysée. Voilà, c'est le pouvoir français. La vérité, c'est ça. On n'a rien contre les Français, les citoyens français, non. Mais la politique française. Comment expliquer que ce procès jusqu'à maintenant là? Donc ça veut dire que tant que Denis Sassou Nguesso respirera, le procès n'avancera pas. Il Tout ça pour avance. le protéger, évidemment. Ils Alors, attendent qu'il meure un jour pour quand ressorte le dossier pour dire bon, désormais on peut continuer avec parce que voilà, il est déjà parti. C'est une forme de protection aussi, de protéger un criminel. mon cher Christian, vous savez, le Congo, c'est un pays pétrolier. Ceux qui en profitent, ceux qui en bénéficient, ce ne sont pas les Congolais, ce sont les autres. Ce sont les autres, on peut les citer. Moi, j'ai côtoyé les Chirac, d'ailleurs, les Mitterrand, Hollande, je le connais, il me connaît. Le problème, ce sont les intérêts. Ils font privilégier les intérêts du pays que la population qui souffre. Les fameux intérêts français, le pétrole. Ouais. Et moi, je leur propose, n'attendez pas longtemps. J'ai dit ça à François Hollande. Je le côtoie de temps en temps. Parlons, négocions, la main dans la main, on va tous en sortir. Et l'Occident et l'Afrique. Parce que l'Afrique commence à réfléchir. Les Africains ne sont plus les idiots. Un jour, ça va changer. Alors, on peut négocier la main dans la main et on part. De toutes les façons, il est dit, négocions, parlons ensemble pour qu'on trouve un compromis. Moi, en tant que syndicaliste, on m'a appris, il faut savoir négocier. Quand on négocie, tu perds un peu, tu gagnes un peu. Et puis, c'est ça la négociation dans le gagnant-gagnant. Maintenant, on verra comment on peut négocier entre l'Occident et nous. Parce que je ne dis pas qu'on va aller en Chine, on va aller en Russie. Non. Parce qu'eux aussi, ils viennent chercher quelque chose. C'est à nous de savoir négocier. Et je demande au président du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, il est encore temps de se repentir. Merci. Il est encore temps de se repentir, évidemment, parce que dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde, voilà, un petit village interconnecté, où désormais tout est su, par tout le monde, à la seconde près. Plus rien n'est caché. Et donc, les Congolais sont en train d'apprendre, de découvrir, de regarder, d'observer. Ça veut dire qu'à un moment viendra où ce peuple se lèvera pour dire, bon, maintenant, si vous le voulez, ah ben, massacrez-nous tous. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Regarder un petit pays comme le Congo, je rappelle ici, qui est un pays assez riche en ressources naturelles. Pétrole, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. Le Congo exporte le bois, le Congo exporte le gaz liquéfié, le Congo a des minerais, le Congo a des terres arables, 10 millions d'hectares de terres arables. Le Congo a une façade maritime. Le Congo a un réseau hydrographique très dense. Mais ce pays manque d'eau potable, d'électricité fonctionnelle. Ce pays n'a pas un bon système de santé, pas un système éducatif. Conséquent, les hôpitaux ferment tout le temps. C'est des mouroirs, des grèves à répétition. Pour les salaires, ce pays, il y a des salariés qui cumule jusqu'à 100 mois d'arriérés de salaire impayé. Quand vous racontez ça à quelqu'un, il a l'impression que vous êtes en train mais vraiment de le balader, quoi. Après, il va vous trouver même, à la rigueur, ça sera une comédie, j'en ris. Mais c'est grave, c'est grave. 100 mois d'arriérés de salaire. Comment expliquer ça? C'est dans ce pays où on produit le pétrole, où il n'y a que 6 millions d'habitants. Et les intérêts, donc les intérêts pétroliers, bien sûr, s'il faut le dire comme ça, les intérêts de la France, donc le pétrole, est plus important que la vie humaine des Congolais. Parce que là, c'est grave Exact, ce qui se passe au Congo. exactement, Christian. L'intérêt des compatriotes au Congo, ça nous importe peu. Ce qui les importe, c'est leur poche à eux, les intérêts à eux.
Vous voyez, les intérêts, on peut se les partager. Mais pourtant, Vous avez besoin de... Et pourtant, on peut se les partager. Vous avez besoin de combien? Et vous, vous avez besoin de combien? On travaille. Le Congo n'est pas peuplé. Même pas 6 millions d'habitants. La d'abord, ils ont France, gonflé, oui, ils ont gonflé les chiffres pour des raisons de tricherie à l'élection. On le sait, le Congo n'a pas, non, le Congo ne compte même pas 5 millions d'habitants, c'est faux. c'est Mais ça. comment on peut continuer à parler des intérêts français dans un pays où on est en train de massacrer la population? Comment expliquer ça? Monsieur Christian, c'est notre faute parce qu'on ne parle pas. Aujourd'hui, on a un documentaire qui parle de ça. Et donc, voilà pourquoi ceux qui vont le voir d'ici demain ou après-demain, ils peuvent le diffuser dans des lieux où ils se trouvent. Ils prennent 5, 10 Français, et puis ils le diffusent, ils le projettent, et puis ils font un débat. Et ce Mais débat, pardon, Nestor, est-ce que vous avez prévu des exemplaires à, je ne sais pas, à donner à euh, l'Élysée, ou à leur ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire à la diplomatie française? bon, tu viens de dire un mot, oui. Je suis en contact avec Jean-Noël Barrot. D'ailleurs, même avant lui, je suis allé rencontrer son prédécesseur, mais je n'avais pas ce document. Maintenant que j'ai ce document, eh bien, je vais essayer de trouver un rendez-vous. Si je ne peux pas le projeter chez eux, je peux au moins le leur confier pour qu'ils regardent. Après, comme ça, ils auront un autre jugement, un autre œil du Congo. Nous sommes des Français, nous sommes des Congolais et nous sommes tous du monde. On respire le même air. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Aujourd'hui, la guerre en Iran, mais ça affecte tout le monde avec le territoire de tout le monde qui est fermé. Oui, mais Regardez la évidemment, le chef. problème, vous avez bien fait de rappeler la guerre en Iran. Le problème, c'est que les Congolais vont continuer à payer. C'est ça le problème. Parce qu'il se posera maintenant, ou il se pose déjà un problème d'énergie. Ben oui. Actuellement, le monde est en pleine guerre énergétique. Or, l'Europe qui perd l'énergie de partout va chercher à la rattraper où? Et Dans ailleurs, nos pays dans à nous, les pays africains. et ça va continuer à faire des victimes. Et je pense que c'est pour cette raison d'ailleurs que la France a encore soutenu Denis Sassou Nguesso dans sa tricherie, dans sa mascarade électorale du 15 mars, parce qu'ils se disent, ben là on est voilà un peu perdu, mais nous avons du pétrole qu'on peut prendre au Congo, donc on continue à maintenir ce monsieur au pouvoir. Voilà. Ce que je peux te dire sur ça, sur Macron, qui parle de la France, Emmanuel Macron, il s'est tourné vers l'Asie. Au moment où je te parle, Emmanuel Macron a des regards vers l'Asie. C'est là où il pense Oui, que... bien le journal L'Humanité qui nous parle du soutien de la France à Denis Sassou Nguesso aux Oui, dernières et donc, élections. effectivement, voilà pourquoi il s'est dit vers l'Asie. L'Asie n'est pas comme l'Afrique. Il n'y a pas toutes les matières premières en Asie. Nestor nous dit, vous le savez mieux que moi, les pays, les nations n'ont que d'intérêt. Malheureusement, ils peuvent rien comprendre. C'est ça le vrai problème. Pour eux, comprendre, c'est de continuer à prendre ce qu'ils peuvent prendre. Et tant que le monsieur qui leur garantit cela sera au pouvoir, ben, ils se disent, on peut continuer comme ça. Or, nous avons un autre problème qui est d'ailleurs difficile pour les Français d'arrêter de soutenir ce monsieur parce que c'est un problème de modèle économique. Le modèle économique français, vous le savez, est basé sur voilà les matières qu'on prend en Afrique. Je ne veux Oui, pas aller en profondeur, mais tout le monde a compris. Or, s'ils arrêtent de prendre en Afrique, ben, ils vont s'écrouler. Et là, puisqu'il faut continuer à prendre, c'est nous qui subissons, les Congolais. C'est ça le problème. Et la question que vous avez posée, qui est la bonne d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on ne peut pas collaborer en partenariat, win-win, 50-50, pourquoi pas? Prenez le peu que vous voulez, laissez-nous le peu pour nous développer aussi, pour vivre. Or, ces multinationales empêchent les Congolais de vivre. À la rigueur, ils encouragent les massacres des Congolais. C'est de ça que nous sommes en train de parler c'est de ici. ça qu'il s'agit. Pour eux, il faut massacrer les Congolais. C'est le Congo sans les Congolais qui les intéresse. Voilà leur logique. Un Congo sans les Congolais.
On peut massacrer tous les Congolais pourvu que le Congo reste là avec ses richesses, ben nous, on continue. Voilà Mon leur cher logique. Christian, moi, je suis copain avec un député et un sénateur français. Quand je débattais avec eux, je leur disais, mais regardez dans notre ville, la rue de Paris, tous les tabacs, je dis bien tous les tabacs, sont pris par les Chinois. Et j'avais dit, mais pourquoi vous ne donnez pas un peu de sous à nos jeunes dans les cités pour qu'eux aussi ils tiennent des tabacs au lieu que ça aille en Chine? Aujourd'hui, quand tu vas dans le nord de la France, l'industrie qui était dans le nord de la France est partie où? En Chine. Et nous, on nous revend des choses qui viennent de Chine. Et la Chine, les années 60, était un pays pauvre, on disait. Un pays, il y a un En voie de terme, développement, c'est comme ça qu'on pouvait appeler ça. en Bon, voie de développement. Mais aujourd'hui, la Chine rivalise même l'Amérique. à l'opposé du Pourquoi? Congo, qui était déjà un pays aussi en voie de Eh développement, bien oui, qui est devenu le pays, et d'ailleurs Sassou Nguesso s'en félicite, devenu un pays pauvre, très endetté, avec voilà, un surendettement chronique. Et il est content d'en parler. Donc, il vient prendre un pays qui était en voie de développement pour le plonger dans le statut des pays pauvres, très endettés. Et il est content d'en parler. mais voilà pourquoi il faut parler au français. Donc, d'où on a fait ce documentaire pour qu'on parle au français. Voilà ce qui peut. Nous sommes un même peuple. S'ils s'en souviennent encore. Vous savez, quand j'étais à Bordeaux, j'ai dit, mais vous savez que De Gaulle est venu où? Où? À Londres. Hein. Quand il a fui Londres, quand on l'a chassé de l'Angleterre, il est venu où? Se cacher où? C'est à Brazzaville. La capitale de la France libre, c'était Brazzaville. C'est De Gaulle qui est venu là. Donc, si vous voulez qu'on puisse travailler main dans la main, ils ne savent même pas que c'était à Brazzaville. Voyez-vous, ce sont des Bordelais. Parmi eux, il y a un monsieur que j'ai fait connaissance qui, est euh, qui cultive du vin, un vigneron. Il me dit, mais ça, je ne connais pas ça. Lui, son problème, c'est le vin. Donc, nous, il faut qu'on aille les chercher dans leur vigne pour leur parler de la politique, ce qui se passe. Merci, nous sommes presque à la fin de cette émission, Nestor Doudi. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est bien, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne initiative que d'informer l'opinion publique française qui ignore un peu ce que font leurs politiques en Afrique. C'est très grave, c'est des crimes de sang et crimes contre l'humanité. Nous savons également que ce sont les opinions publiques qui ont donc le pouvoir de tout changer. Voilà pourquoi, évidemment, vous avez pensé à sensibiliser l'opinion publique dans l'espoir que, voilà, le Il temps, comprendra. Monsieur voilà. Christian, en tout cas, moi, je peux te dire merci parce que je ne savais pas à qui parler. Et maintenant que j'ai ouvert, on n'est pas contre les uns et les autres, mais Non, on est pour les autres, et les uns et les autres, pour que nous puissions vivre en paix dans ce monde qui est devenu un monde méchant, où les intérêts priment que les copains, que les amis, que la famille. On peut vendre pour 2 000 francs quelqu'un, on vient le tuer, on le brûle, on casse la maison pour 2 000 francs français, 2 000 francs CFA. Ce n'est pas normal. Donc nous demandons, nous disons à ceux qui vont suivre le documentaire, de nous poser des questions et surtout de faire des propositions et d'aller parler à leurs maires, à leurs élus, députés, sénateurs ou même les maires ou les adjoints aux maires. Il faut qu'on en parle. Ce documentaire va être projeté le 25, de 14 heures à 18 heures, dans la salle de la Maison du Monde à Ivry. Il y aura un débat par la suite. Et après, comme il est traduit en 2 langues, on va l'envoyer dans différents pays. Et on pense aussi le faire traduire en espagnol pour qu'il aille en Espagne. Après, on ira aux États-Unis, en Angleterre. Et j'ai envie que ça aille aussi en Suède. C'est pourquoi la Suède? non. La Suède, c'est un pays très donateur. C'est un pays qui aime le Congo. Parce que ce sont les Suédois qui sont venus évangéliser en premier dans le pool. Et quand je vais en Suède, il me dit, mais comment va Kinkala? Comment va Boko? Je dis, mais ça va pas bien. Et on va aller aussi en Suède.
Voilà, et donc le documentaire est intitulé Les crimes de sang et crimes contre l'humanité en République du Congo, si appelé Congo Brazzaville. On ne peut pas vous énumérer tous les crimes, mais vous savez ce qui s'est passé. Voilà, l'épisode du pool s'est répété entre 2016 et 2018. Il y a même un reportage réalisé par Florence Maurice de RFI qui parlait d'un génocide à huis clos. Des centaines de villages ont été rasés, incendiés, la malnutrition, des viols des femmes, dont le pool. Et Denis Sassou Nguesso s'est permis d'assumer cela en public pour dire que c'est lui qui avait donné l'ordre. Et Quel c'est dans ordre? le documentaire. C'est dans le documentaire aussi. Un ordre illégal, criminel. Il assume, il dit c'est lui. Et c'est là que je me posais la question, mais comment est-ce que ce monsieur, c'est-à-dire un criminel en toute liberté, quoi, assume même en public ses actes criminels, personne ne l'inquiète, personne. Mais bref, nous, notre travail, c'est d'informer, c'est ce que nous essayons de faire. Je vais rappeler aussi pour ne pas les oublier, je sais que j'en oublierai d'autres, le coup d'État constitutionnel de 2015, lorsqu'on a imposé la nouvelle constitution, celle d'octobre 2015, par le sang. Une quarantaine de jeunes civils ont été tués, massacrés, pour imposer cette constitution, que lui-même ne respecte malheureusement pas. Et tout ça parce que Hollande l'avait encouragé. Le président Sassou a le droit de convoquer son peuple et le peuple doit, alors qu'il y avait des verrous dans la Constitution de 2002. Bref, beaucoup à dire. En tout cas, merci Nestor Doudi d'avoir participé à cette émission. Je vous laisse les 2 secondes qui nous restent pour Pour les deux conclure et secondes ça qui me sera la restent, fin. s'il te plaît, Oui. mon cher Christian, je viens d'apprendre, je ne sais pas si tu le sais, qu'un certain John Fred Makita, on lui a crevé les yeux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, j'ai réalisé évidemment un spécial Je l'ai vu sur, ici, oui. oui, évidemment, Jonas Fred Makita. Pour la petite histoire, c'est que depuis hier, bien entendu, le directeur général de cet établissement pénitentiaire, c'est-à-dire la maison d'arrêt de Dolisie, il s'appellerait un certain Moinou, comme ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, si j'ai bonne mémoire, qui a ordonné qu'on bastonne, qu'on tabasse Jonas Fred Makita. C'est-à-dire, il a sorti de la cellule où il était, je ne sais pas, seul, un peu mieux, pour le transférer dans une cellule où il y a des bandits et il a donné l'ordre à ces bandits de tabasser Fred Makita et c'est ce qui a été fait. Quand j'ai vu les images, on va les afficher d'ailleurs, puisque nous les avons. Il a un œil qui. C'est, bon, les images parlent 1000 fois mieux que les paroles, vous voyez bien les images, et donc, en fait, il est très, très mal portant, Jonas Fred Makita. Il est en train de subir malheureusement des tortures, des traitements inhumains, alors qu'il est encore présumé innocent, parce que son procès avait démarré, mais on avait jugé que le tribunal de Dolisie était incompétent en la matière, et le dossier avait été transféré vers Ouesso. Mais depuis 3 mois, on ne veut pas transférer Jonas Fred Makita à Ouesso pour aller continuer le procès. On continue à le garder dans la maison d'arrêt de Dolisie et c'est là-bas qu'on est en train de le torturer tout le temps, Ah, oui. sur ordre, je répète, du directeur général de cet établissement pénitentiaire. Et Après, voilà nous encore. apprenions aussi, mais ça c'est à vérifier, c'est que bon, il aurait appelé Denis Christel Sassou Nguesso et Madame Nefer Ingani, c'est comme ça qu'on l'appellerait, qui seraient en fait des personnes qui tirent les ficelles derrière cette affaire. Bon, bref, Amen. ça c'est des choses que nous allons continuer à vérifier, à authentifier comme information. Mais évidemment, Jonas Fred Makita a été battu à mort par des bandits et tout ça sur ordre du directeur général de la maison d'arrêt de Dolisie. On se pose donc la question de savoir à quoi cela ressemble. Si c'est cela le droit, la justice, ben, chacun peut apprécier.
Et c'est grave, très grave ce qui se Ah oui, passe. mais c'est vraiment grave. Je pense que ce pauvre jeune homme mérite qu'on en parle. Je veux voir si on ne peut pas interpeller Jean-Noël Barrot et dénoncer ces faits. C'est inhumain. Qu'est-ce qu'il a fait au C'est inhumain, inhumain, et voilà. En fait, c'est, j'ai bien, si j'ai bien compris, hein, tout ça c'est fait pour intimider? dissuader les jeunes qui ont une liberté de parole. Il faut les dissuader, il faut Il faut les intimider, il faut leur les clôturer la museler. bouche. Voilà, c'est ça la Qu'ils se vérité. taisent. Et Mais bon, là, il me disait d'ailleurs, avant que cela n'arrive, il y a quelques jours, il m'a envoyé un message pour me dire, en tout cas, je sens que je suis en train de perdre. Bon, perdre, il fallait comprendre par là qu'il se mourir. sentait très mal déjà dans la prison et qu'il pouvait trépasser, selon ce qu'il m'avait dit, qu'il Eh pouvait bien, c'est possible. mourir dans les jours qui suivaient. Ça, on m'avait envoyé le message. Bon. Et quand j'ai eu ce qui s'est passé hier, j'étais obligé, bien entendu, d'en parler pour ne pas, voilà, être aussi passif, Et comme complice ne pas passif être de cette complice affaire. de, Et comme qui de dirait, meurtre. voilà, une injustice faite à un seul est une menace faite à tout le monde. Et c'est normal qu'on en parle. Très bien. Merci, et je crois que les Congolais ou le public qui nous suit est témoin s'il arrivait quelque chose d'irréparable, évidemment, sur Jonas Fred Makita. Les responsables sont connus. Merci, Nestor Ndoudi. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci, à très bientôt.